Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Ouais, le ça pain. va. Ouais. Ouais, Merci. c'est good, ouais. Je viens ici depuis 1961. Je viens du Suriname. Et quand j'arrivais ici, c'est plein avec les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants de 12 ans, 11 ans, 15 ans. Il y en a fait beaucoup de monde, madame. Quand j'arrivais ici, tous les gens, les anciens, ils travaillaient de l'eau avec la main, c'est pas avec des machines. Maintenant, il faut un permis. Il faut un permis d'exploitation pour faire travailler. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler. On a commencé à travailler dans la forêt, couper les arbres et amener au bord du village. On a coupé bois partout et en bas, Regina ici, on coupait bois partout. Il faut rouler comme ça, travailler comme ça, tout le monde pousser comme ça pour jusqu'à la berge. C'est un plaisir, on est habitué. Mais c'est un travail qui dure, dur, madame. Ah oui, il faut du courage. Tout ce qu'il y a avant, qui était poche, ils sont coupés tout. Alors maintenant, il faut aller au loin pour faire couper ça. Et là, c'est un peu difficile maintenant. Les gens du Regina, ils sont tous à Cayenne. Si les gens du Regina, ils sont toujours retournés dans les communes du Regina, madame, il y a plein de monde. Je suis arrivé en Guyane en 1980, j'avais 16 ans et j'ai été charmé par le pays assez vite et j'ai pas hésité à rester. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai suis monté sur les premiers chantiers d'orgue. Donc jusqu'à maintenant, je suis toujours dans l'orpaillage, mais j'avais entendu parler à l'époque du bois et ça m'a intéressé. J'ai rencontré un des frères Agélas alors que je prospectais pour le bois de rose. C'est un vieil orpailleur qui me l'a présenté. Moshe Agélas, Grautheater.
Tranquille. Ouais. Heureusement, on va pas mettre le chapeau. Ouais, il habille bien, Jordan. Ça. On se connaît et puis on est resté toujours copés et puis on a vécu un petit peu collaboré toujours ensemble comme une famille. Il faut prendre quelque chose. On peut boire tout ton de l'eau. On va couper citron ici, hein, Germaine. Hein? Ouais. Comme ça même. Hein? Vous ne barrez pas cher après. Ça, ils ont mis là, je vais monter dedans. Je fais comme ça, c'est passé. C'est bon. Le bois des roses, c'était dans le temps, on va chercher ça dans la forêt. La personne qui trouve le pied de bois de rose, il va trouver notre copain. Il a dit, je suis trouvé un pied de bois de rose, mais c'est à tant kilomètres. On va le récupérer, on va le couper, on va le ramener au rebord du fleuve. On embarque ça dans la pirogue, on ramène à l'usine et le gens on pèse, il nous paye. Alors, le gens qui ne connaît pas, il va écorcher toutes les arbres en forte à mesure de marcher. Et moi, je reste debout comme ça, je vous dis, bon voilà, il est là. Comme ça. Puisqu'on l'a fait, on l'avait fait étant on était jeune. On a vu là-dedans et puis on a vraiment une connaissance. La couleur, l'arbre, le façon qui se lève, on voit tout ça. Moi, j'arrive une fois, je vais vous raconter ça, c'est une vraie histoire. J'arrive à amener une morceau de bois de rose qui avait 90 kilos sur mon épaule, j'arrive pas à le tourner pour le donner par terre. C'est un copain qui était derrière, il a fait tout ça. Bon bah voilà, on est sur la plantation. Ah, bien cool. Bonjour madame, Maria. Salut, bon, ça va? C'est bien passé? Ouais. T'es arrivé quand?
Hier soir, avec Patrick. Bon, bah ça c'est Yvan, c'est un des prospecteurs, c'est lui qui s'occupe d'entretenir la plantation, puis de prospecter en forêt, donc où il y a des bois de rose. Bon, bah voilà. Donc là, on est sur la plantation de la famille Agélas, où ont vécu père et fils. Ils habitaient ici, ils faisaient du bois, ils coupaient du bois en forêt, et à l'époque, c'était donc l'économie du bois de rose. Et ils ramenaient régulièrement, dès qu'ils trouvaient un pied de bois de rose, ils ramenaient des petits plants qu'ils replantaient donc tout autour. Alors à l'époque, bon, il n'y avait pas de moteur hors bord, donc ils descendaient par exemple, puisqu'ils ne faisaient pas que du bois, ils avaient aussi un système ici d'abattis tournant, où ils faisaient des fruits, des légumes, les produits sauvages de la forêt. Et ils descendaient en pirogue à la pagaie et au Takari, donc ils descendaient cette rivière. Nous, là où on a mis 1 heure pour monter, eux mettaient et ils calculaient avec les influences des marées pour profiter du courant. Ils mettaient plusieurs jours pour arriver à Cayenne, sur le marché de Cayenne, par le canal de la Crique Fouillée. Et les produits qu'ils vendaient, ça leur permettait d'acheter le sel, l'huile, les cartouches quand il y avait les cartouches, les choses comme ça, quoi, hein. Et sinon, ils étaient ici parfaitement en autosuffisance. Ouais. Bon, alors voilà, là on arrive. C'est là où ils en ont planté le plus. Donc là, par exemple, à l'entrée, vous avez 1, 2, 3, 4, il y a 5 sujets déjà là, qui sont assez gros. Ces arbres pour les plus gros ont entre 40 et 50 ans. Et c'est même des gens qui ont fait cette plantation entre 1940 et 1950. Qui peut dire, à l'heure actuelle, qui plante pour ses enfants ou pour ses petits-enfants? Il y a peu de gens, ni chez nous en métropole, ni dans très peu de pays. Alors une plantation comme celle-ci, il faut considérer que c'est quelque chose de rare. On ne peut pas tabler sur une parcelle comme celle-ci pour exploiter. On peut dire qu'elle serait trop petite. Mais une plantation comme celle-ci, elle est intéressante à garder pour l'observation de l'évolution des bois de rose. Et beaucoup, puisqu'ici, elle est très prolifique en graines et en jeunes plants. On a ici un produit de qualité en petite quantité. On doit gérer avec parcimonie. On ne peut pas dire on va couper tout le bois de rose pour faire des savonnettes, par exemple. Non. Il y a une ressource qui est là, à nouveau, puisqu'on a laissé 50 ans tranquille, on peut dire. Et on a maintenant en plus une vision, on a eu quelques plantations comme ça. Mais ça va être un produit qu'il va falloir utiliser en parfumerie fine, par exemple. C'est quelque chose d'assez précieux. Quand la parfumerie française apparaît au début du XXe siècle, toutes les marques qui ont des parfums ont toutes un nez dans leur structure, comme quand on ouvre un restaurant, si vous voulez, on commence par trouver un chef, un cuisinier. Je suis la 3e génération de nez et j'ai donc la responsabilité de la qualité de tous ces parfums que mes prédécesseurs ont créés. Pardon ? Les effets sur la décoloration de l'ombre. Ah oui, sur la décoloration. Et donc, pour des parfums comme le numéro 5 créé en 1921, il faut savoir que ce n'est pas toujours une chose simple parce qu'il y a eu une grande évolution des produits naturels, des cultures, des procédés de distillation. Je vois que ce citron, il y a des cristaux. Le filtre, mais ça revient très Et c'est pas, il ne faut pas le fondre. Non. Ça revient. Oui, ça revient. Il faudrait quand même, je trouve un peu bizarre. Et quand vous le filtrez, si vous le filtrez, montrez-moi ce qui reste sur le filtre. Hein? Non, mais pas nécessairement maintenant, mais je D'accord. l'analyserai. Le constituant principal du bois de rose, c'est le linalol.
Le 5 contenait ça, donc le 5 contient toujours ça. C'est mon devoir de faire en sorte que le produit qui est fabriqué soit toujours le même. Pourquoi changerions-nous le 5, n'est-ce pas ? Il faudrait qu'on nous oppose des raisons véritablement très très importantes pour qu'on le substitue. Enfin, il faut une interdiction de la loi. Alors si un jour on nous interdit d'utiliser le bois de rose, mais il n'y a aucune interdiction sur le bois de rose, n'est-ce pas, pour l'instant ? Quand on touche à quelque chose qui ressemble à de l'artisanat, c'est le genre de problème qu'on rencontre, mais qui sont des problèmes, je vous dis, quand on les connaît bien, c'est des problèmes qui sont solubles. Nous essayons sur le plan en Guyane, j'allais dire, de réparer l'image, j'allais dire, anti-écologique qu'on nous a collée. Mais nos consommations n'ont rien à voir. Nous consommons, je crois, quelques arbres, et donc nous avons décidé de replanter pour ne plus être taxés de gens qui pouvaient déforester je ne sais quelle forêt. Bon, alors ici, c'est le schéma de la zone où nous nous trouvons, et on est ici. Alors, ce massif n'a probablement jamais été exploité. Tous les ans, mais actuellement c'est tous les 2 ans, il y a une campagne d'inventaire où on mesure tous les arbres de toutes ces parcelles pour voir comment ils évoluent. C'est parce qu'il y a eu un inventaire très détaillé sur ces parcelles qu'on a pu savoir qu'effectivement que dedans il y avait un bois de rose, quelques bois de rose qu'on a pu retrouver. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Comment se fait-il qu'on trouve 4 ou 5 pieds comme ça, qui sont d'ailleurs assez dispersés, et qu'on ne connaisse pas la mer? On ne sait pas où elle est. On ne sait pas à quel âge ont fait les arbres. On ne sait pas comment ils sont venus là. Non, j'en ai pas. C'est une violette. Un bois un peu léger. C'est... Ouais, je vois.
Ouais. Ah mais c'est ça qui avait fleuri. C'est pas ça qui avait fleuri derrière les angéliques? De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est faire une toute petite entaille parce que quand même on n'a pas beaucoup de bois de rose. Oui, ils sont bien là. Et donc il fait quoi? Ça fait 40... il fait pas 60, hein. Il doit faire 17 ou 18. C'est un manille, ça. Ah oui. Là, on est sur la Comté. Donc une rivière qui est à l'est de Cayenne, qui se jette dans le Mahuri, et puis qui ensuite passe à Cacao, et qui remonte après dans l'intérieur des terres. Non ? C'est à gauche. Le rage est par là. Ouais. C'est quelque part par là. Hein. Selon les informations de vieux qui résident maintenant sur Cayenne, ils se souviennent avoir vu des bois de rose dans le coin, probablement des bois de rose qui ont été plantés au début du siècle lorsqu'il y avait quelques cultures sur aplaties le long de la rivière. Et d'après leur description, d'après nos plans, on en approche. Donc on va essayer d'accoster et puis commencer à prospecter. D'après Françoise, il y a un bois de rose en fleurs ici. Là, regarde celui-là. Ce week-end, elle a vu un bois de rose en fleurs. Celui-là, ça me ressemble à... Il a des jumelles, là? Ouais, je les ai. Tiens. Ah oui. Là-bas, ouais, c'est vrai qu'il y a une ouverture. Tu peux t'arrêter, je vais viser celui-là. On va voir s'il est en fleurs, vraiment. En fleurs ou pas. Donc là, a priori, il y a un peuplement de bois de rose identifié. Donc d'accord, il faut qu'on aille le repérer, compter exactement le nombre d'arbres qui restent. Est-ce qu'ils ont eu des jeunes ou pas? Est-ce qu'il y a que des vieux individus? Dans quel état sanitaire ils sont? Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'ils sont malades? On va essayer de repérer aussi s'ils sont en fleurs ou par chance s'ils sont en fruits. Moi j'ai l'impression qu'ils ont... C'est des fleurs avortées, j'ai l'impression. Des fleurs avortées? Il y a un layon d'ouvert, on va le prendre. C'est bon, tu attaches, ouais. Ok. On est pas?
Ça, c'en est un petit. Ouais. Et il y en a un autre là. Ça se trouve, tiens. Là, un plan, là. Ça, ça, hein. Ça, c'en est un? Non. Non, ça n'est pas. Y a rien? Pas de fleurs. Non. On va essayer à l'autre quand même là. L'année où on en a eu, parce qu'en fait on a eu il y a plus de on a beaucoup récolté. Fait qu'on a commencé à en voir en septembre et il y en a eu jusqu'en décembre, il y en avait beaucoup. Il y a une bande de macaques. Qu'est-ce que c'est? Des briques de l'ancienne du bagne, du temps du bagne. Occupé, administration pénitentiaire. Là, on sent bien les gars. Ok. Donc, ouais, ils ont été déjà sortis. Ah ouais. C'est récemment, ouais. Là, on voit un autre là, regarde. On sent bien. Ouais. Ça, c'est des échantillons de bois qui sont prélevés pour étudier la qualité du linalol. Et le massacre pas. Non, ça va aller. Il va Ouais. supporter, je pense. Oui, ça sent bien. Ouais, puis t'as son petit frère à côté. Tu vois. Ah oui. Tout le long de la rivière, au début du siècle, il y avait des cultures vivrières, il y avait des populations. Donc là, il y a eu certainement, ça a certainement été défriché au début du siècle, et il y avait une petite plantation, d'où l'origine des vieux bois de rose. Donc c'était un site qu'on connaissait bien. Et puis on s'est rendu compte il y a 2-3 mois qu'il y avait une nouvelle installation qui allait se mettre en place. Quelqu'un recommençait à défricher le site. Bon, on ne vient pas tous les jours, hein, donc il faut un petit peu de temps avant de s'en rendre compte. On nous a mis la puce à l'oreille, on est vite venu voir et puis on lui a vite demandé d'arrêter de nettoyer cet endroit-là, puisqu'il y avait tous les bois de rose. Et on lui a donné l'autorisation par contre de commencer à nettoyer la forêt un peu plus loin. Peut-être une graine. Regarde, on Ça a encore des plants là, des plants de bois de rose encore, regarde. Ah, mais attends, ouais, hein. 2. Est-ce que c'est vraiment une graine? A priori, ça ressemble quand même. Elle aurait survécu 2 ans. Ça ressemble à la graine du Qu'est-ce que bois t'en de rose. penses, Pierre? Il faut y aller. Hein. Tu l'ouvres? Oh, non. Ah, bah, j'ai les doigts qui sentent là. Qu'est-ce qu'elle a l'odorat encore Oui. C'en est une? Ouais, Attention. tu vois, c'en est fait. Alors qu'est-ce que t'as trouvé? On sait qu'il y a eu des petites floraisons, mais on pensait qu'elles n'avaient pas abouti. Mais il y a peut-être quelques graines quelques fruits qui ont dû arriver à maturité. Puis bon, bah, c'est ce qui reste. Globalement, un bois de rose, c'est une espèce c'est rustique, c'est assez costaud. Dans la nature, il y en a peut-être relativement peu parce que bah, les arbres subissent beaucoup d'avatars pendant leur jeune âge. Il y a relativement peu de rescapés, mais... Alors là, je suis sûr que c'est du bois de rose, parce qu'il y a les deux cotylédons qui sont asymétriques. En général, souvent, ce qu'on trouve, c'est qu'on voit carrément une petite galerie, avec un verre blanc qui est dedans. Alors à ce moment-là, on injecte à la seringue un petit peu de D6. Il n'y a pas d'attaque visible, donc là, on l'aurait semé comme ça. Ce pied, il a peut-être 2 ou 3 ans. Il est peut-être de l'année. Ce qui est... de toute façon, est-ce qu'on voit?
Là où il a probablement été cassé ici déjà. Donc il est possible qu'il y ait une première pousse qui a été cassée par une branche qui est tombée. Ensuite il est reparti. On va le mettre en pot, on verra bien. Un petit peu d'engrais. Je sais pas pourquoi on appelle ça le bois de rose, parce que d'ailleurs ça s'est appelé le bois citron pendant un certain temps. Pour moi, effectivement, c'est plus citron que rose. Alors quand on a passé une journée à manipuler, à couper des boutures ou à triturer les graines, on a plein les mains. Et ici, on a des bassins dans lesquels on a mis nos boutures. Alors on les installe sur un milieu le plus filtrant possible. Et le principe, c'est d'appliquer toujours un film d'eau en permanence sur les feuilles des boutures. Celle-ci a fait sa racine. Elle a commencé sa racine ici, vous voyez. Donc celle-ci, on va très rapidement la repiquer dans un sachet et on va la sevrer, c'est-à-dire qu'on va lui appliquer un régime d'irrigation de plus en plus rationné. En général, un plant est prêt en environ 8 mois. Voilà. Alors là, on va chercher à obtenir un développement particulier pour faire de la bouture. Alors ce développement particulier est obtenu en faisant des tailles pour obliger un individu à avoir des pousses multiples. Ce qu'on cherche, c'est cet aspect-là. Dans des différentes branches, ce qui est intéressant pour le bouturage, ce sont ces parties-là, les pointes, et les pointes les plus jeunes possibles. On ne connaît pas grand-chose pour l'instant, hein. On essaye de reconstituer l'évolution de leurs exigences avec l'âge, quoi. Et donc, on peut regarder tous les petits plants, hein. Ça commence ici. Donc, ils sont tous suivis individuellement, hein. On passe tous les 6 mois, on suit la mortalité des plants et on les suit aussi en croissance. On mesure la hauteur avec une perche. Il y a des plants qui sont restés assez petits et puis des plants qui avaient la même hauteur lorsqu'ils ont été plantés. Et qui, ils dépassent 1 mètre, quoi. Ils font quoi? Ils font 1 mètre, 1 mètre 20, là. Là, c'est une jeune forêt secondaire, âgée d'à peu près 20 ans. Il n'y avait pas du tout de bois de rose. Bon, les sols dans cette zone-là sont connus pour être assez bons.
Donc a priori peu contraignant pour la reprise d'essence forestière. On était inquiet au début parce qu'on n'avait pas d'informations vraiment fiables permettant d'évaluer la difficulté. Donc on était un peu à l'aventure. Plus exactement, on avait des informations mais qui étaient contradictoires. Là par exemple, un truc typique, c'est ce qui concerne l'ombrage. Dans les différents articles, il y a des gens qui préconisent carrément de le planter à plein découvert, d'autres qui insistent sur l'ombrage. Résultat, quand vous avez à le faire, vous ne savez pas. Un Wanari, on voit un monsieur qui, je sais pas, qui doit être âgé d'une 60aine d'années à peu près. C'est déjà la plantation qui a été faite sur la bâtie de son grand-père. On connaît des gens qui savent très bien nous dire où leurs parents ont travaillé, sur quelle rivière, où est-ce que leurs parents leur disaient qu'il y avait beaucoup de bois de rose et tout ça. Mais il y a eu bien 5 ou 6 missions où on est parti avec ces gens-là pour retourner sur les sites. Et puis les gens eux-mêmes croyaient qu'ils allaient en retrouver. Ils étaient c'était des souvenirs de leur enfance et ils pensaient vraiment en retrouver à cet endroit-là. Et on est resté 2, 3, voire 3 jours, voire une semaine à prospecter autour et on n'a rien retrouvé. La mémoire pour les sites qu'on a identifiés est trop lointaine maintenant. Les gens qu'on voit, ce sont des descendants des gens qui avaient fait ces petites plantations sur abattis. Et puis il y en a quand même quelques-uns qui ont... L'objectif là, il est que nous, on doit fournir un itinéraire technique de plantation, c'est quelque chose qui marche, donc avec un taux de survie des plants acceptable. On ne peut pas, quand on livre une plantation comme ça, dire vous allez avoir 40 ou 50% de mortalité. Nous, on veut que le taux de survie soit d'environ 80%. On va commencer par enlever... Le bois de rose, ou Anibar roseodora, admet une aire de distribution naturelle qui comprend les plateaux des Guyanes et le nord de l'Amazonie. L'analyse de ces populations a démontré que nous avions en Guyane une faible diversité de bois de rose au niveau génétique. Les prospecteurs du siècle dernier avaient déjà noté que les populations guyanaises étaient de meilleure qualité au niveau extrait-fragrance que les populations plus au sud. Bon, aujourd'hui, on va extraire un peu d'ADN de bois de rose, donc il faudra préparer la manip. Donc à partir de la feuille récoltée sur le terrain, on l'a broyée sous azote liquide au froid, donc pour préserver l'ADN de possibles détériorations génétiques. Et là, on va mettre notre mixture dans un tampon d'extraction qui lui aussi va se charger de protéger l'ADN au fur et à mesure de la décongélation. À partir de cet ADN-là, on va s'intéresser après à sa composition afin de différencier les différents individus, même population ou de populations différentes sur les différents sites prospectés. Ça permet d'abord de prouver que ce qui était su de manière orale par les anciens prospecteurs est bien vrai. Il y a une base donc chimique sur le bois de rose guyanais qui est intéressante. Et ces analyses chimiques ont prouvé que le bois de rose de Guyane était bien homogène au niveau production linanol. Donc le linanol, c'est l'alcool qui est intéressant au niveau fragrance. Et de bonne qualité, celui recherché donc par les parfumeurs. Oh Manuel Manuel Papa Roméo, Papa Julia. Alors moi, mon projet, en fait, c'est d'inscrire ma petite industrie dans l'environnement guyanais. J'ai beaucoup
Sabre où il y a des pieds de bois de rose arrivés à maturité. J'ai beaucoup de gens qui attendent pour travailler. J'aimerais en fait relancer l'activité et c'est absolument possible. C'est même économiquement viable. Si tout le monde joue le jeu, c'est un projet qui est parfaitement réalisable et c'est un beau projet. Oh, Sabia, Sabia, Sabia. Ouais, prends 3 bouteilles d'eau fraîche, je vais prendre un pack de chili. 2 bouteilles de glace, moi déjà. On pourrait très bien envisager dans une réserve de tirer quelques bois qui sont arrivés à maturité sans pour autant avoir à déboiser la totalité de la réserve. Tout bois de rose distillé ici, c'est des bois de rose qu'on ne comprend pas ailleurs. Faver, ça va? Ça va. Oh, ça va très bien. Voilà, Faver, il fait des copeaux au sabre. Oui. Donc les copeaux au sabre, c'est préféré parce qu'on n'a pas de perte. Puis ça permet aussi aux gens qui travaillent dans la forêt d'avoir du boulot et de le faire eux-mêmes. Ça permet de donner du travail à tout le monde en fait. Hein. On éloigne de la cime, comme ça, et c'est moins bon pour la distillation. Je préfère avoir un copeau fin comme celui-là. C'est plus net, c'est plus propre. Les anciens, traditionnellement, ils broyaient aussi avec des machines. Ou ils broyaient dans la forêt, ou ils amenaient des bûches en ville. Et ils broyaient les bûches avec des machines aussi, des broyeurs de ce type, ou légèrement différents, quoi. J'ai pas ouï dire qu'il y a eu des gens qui faisaient à la main des copeaux comme je le fais actuellement. Il faut considérer le volume bois brut copeaux, c'est déjà de 1,5. Hein. C'est-à-dire qu'avec 1 mètre cube de bois brut, de tronc, vous faites 5 mètres cubes de copeaux. Hein. Et bon, au sabre, par exemple, dans la journée, il peut faire 5 à 6 sacs de copeaux. Hein. Au broyeur, on en fera une bonne dizaine au broyeur. Ça, c'est tout du copeau d'un même arbre. On n'abat aucun arbre pour la distillation. On se contente d'aller dans des zones où les gens en auraient coupé par inadvertance. Et là, en l'occurrence, c'est un vieux créole qui avait coupé un bois de rose pour faire les bordages d'un canot. Donc j'ai été le voir et je lui ai fait faire dans une scierie des bordages de canot en grignon et j'ai récupéré le bois qu'il avait déjà coupé. Comme ça, on part avec la tronçonneuse, on tronçonne en bio de 1 mètre de long et on le ramène ici pour le mettre en copeaux ici. Tu vois, celui-là, il est bien frais. Hein. Celui-là, il est fait. Là, on sent bien que celui-là, il va être très bon à la distillation. Celle-là, on va perdre dedans, on est
Pierre, on s'est rencontrés en 80, quand je suis arrivé ici en 1980. Il habitait pas loin de là où j'habitais et à l'époque il y avait assez peu de métropolitains, donc on se voyait quoi. Et Jean-Pierre était passionné de forêt, de reptiles, caïmans, tout ce qui est animalier quoi. Et on se rencontre, on a sympathisé, puis depuis on ne s'est jamais perdu de vue. Voilà, on redémarre la chauffe et on est reparti pour 3 bonnes heures. Alors là, on enlève l'huile et on va la filtrer pour la stocker. Après, on la refiltrera encore une fois quand elle sera bien décantée. Et c'est vrai qu'en 2 heures, on a tiré le maximum d'huile du bois, mais j'ai de la peine à éteindre le feu si je sais qu'il reste de l'huile dans le bois. Et on a quand même une petite perte toujours, hein. Il en reste toujours un petit peu à l'intérieur. C'est pas qu'elle est meilleure ou moins bonne, en fait, ça dépend ce qu'on veut en faire après. Mais elle a des qualités qui sont différentes, quoi, hein. Et il était reconnu au début du siècle, elle était beaucoup plus appréciée en parfumerie fine que l'huile brésilienne. En fait, on a laissé l'huile guyanaise à cause de la raréfaction de la matière première, et les parfumeurs se sont rabattus sur l'huile brésilienne. Et ils ont perdu depuis cette connaissance, quoi, hein. Donc c'est notre travail actuellement d'essayer de remettre sur le marché l'huile guyanaise, hein. Donc là, le petit tiers de bouteille que vous avez, on pourrait considérer que ça vaut 500 francs. Et si on ne vend pas l'huile au moins à ce prix-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on ne pourra pas financer les plantations qu'on entretient déjà. Il y a des gens qui vont se mettre sur le marché et qui vont, pour gagner un peu d'argent rapidement, couper tous les bois de rose qui passent. Les petits, les gros, sans distinction. Et là, on va encore retomber, on va travailler 20 ans, et puis ça sera fini à nouveau. Au Brésil, par exemple, à l'heure actuelle, ils en arrivent dans la situation où nous, on l'était ici en Guyane dans les années 50. À savoir qu'au Brésil, maintenant, ils sont obligés d'aller très loin pour chercher les bois de rose. Ce n'est pas des heures de pirogue, c'est des jours de pirogue. Qui va aller contrôler qu'au lieu d'en avoir coupé un de 60 cm, ils en ont coupé 15 de 10 cm? Personne ne peut contrôler ça. Moi, j'ai le projet dans la distillerie d'inclure un petit musée avec un vieil alambic, avec des images, les portraits des gens qui m'ont appris. Faire des portraits avec des remerciements. Je voudrais inclure toute cette mémoire complètement dans le projet de travail. Non, ils sont différents. Celui que vous m'avez apporté est beaucoup plus frais. L'autre a un côté un peu plus épicé, un peu plus boisé, plus animal même. Et je dois dire que si j'avais à utiliser un bois de rose, je m'orienterais vers la qualité qu'on m'avait apportée.